Europe, celle qu'on appelle la traite négrière, le commerce triangulaire, peut-être d'autres mots, comme quoi ce sujet-là provoque d'entrée de jeu des querelles sémantiques qui ne sont pas fortuites parce que derrière les mots se cachent parfois des réalités perçues différemment. J'ai des invités, et notamment l'un d'entre eux qui est un de nos doyens, l'un de nos penseurs, l'un de nos sages, ici dans le milieu de la réflexion parisienne, qui sera chargé de nous conduire, de nous dire la vérité sur ce sujet de l'esclavage que nous avons intitulé tout simplement « Traite négrière, la dynamique de l'industrie esclavagiste ». On aurait pu ajouter européenne. De toute façon, cela va sans dire. Professeur Boumbabon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un invité important parce que vous avez réalisé une œuvre majeure sur la question de l'esclavage à travers un livre qui sera finalement en filigrane de toute cette émission. Un livre que vous avez publié il y a combien de temps déjà? Il est sorti il y a déjà à peu près 8 ans. À peu près 8 ans. Oui. Il y a une nouvelle édition qui se prépare pour la semaine prochaine. Oui. Et le titre, c'est « Quand l'Africain était l'or noir de l'Europe ». Quand l'Africain était l'or noir de l'Europe, vous faites une allusion à l'or noir d'aujourd'hui? Tout à fait. D'accord. Ils étaient transportés comme les tanks pétroliers transportent autre chose aujourd'hui. Et surtout qu'ils représentaient le pétrole, l'énergie de l'époque pour aller mettre en valeur des terres étrangères. D'accord. Vous avez consacré, j'imagine, plusieurs années de votre vie à ce sujet-là. Oui, évidemment. C'est une réflexion que j'ai eue déjà très jeune, parce que j'ai eu moi-même à partir du Cameroun, où je suis né. J'ai traversé l'Afrique, je devais aller jusqu'à Conakry. Et déjà, j'avais rencontré sur mon chemin beaucoup de nos compatriotes qui étaient partis et certains étaient revenus, par exemple au Togo, parce qu'il y a un pacte qui avait été signé quand les gens partaient, qu'il fallait qu'ils reviennent. Donc c'est un sujet qui m'a toujours poursuivi toute ma jeunesse. Et je m'étais promis de me pencher dessus et d'essayer de mettre à nu un certain nombre de distorsions que j'avais déjà commencé à percevoir dans la falsification de cette partie de l'histoire de l'humanité. Vous faites partie d'un cercle, le cercle Samori. Le cercle Samori est un groupe de réflexion sur la culture africaine que nous avons créé à Poitiers en 1982 et qui s'était donné pour mission de revoir le problème du peuple noir pour la renaissance du peuple noir pour sa renaissance. Cela veut dire que nous sortons des chemins battus parce que nous estimons que nous avons été très abîmés pendant ces 4 siècles, d'abord de déportation massive, et puis par la suite, lorsque nous sommes sortis de cette période très trouble, l'homme noir ne s'est plus jamais retrouvé, il n'a jamais plus été lui-même. Je vais passer aux présentations de notre second invité, Archip Yepmou. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste et président d'Internet sans frontières. Absolument. Et qui s'occupe de quoi? Alors, notre organisation promeut à la base la liberté d'expression sur Internet, mais nous faisons aussi la promotion d'Internet comme outil de changement social et aussi outil de diffusion de la connaissance, par exemple. Accessoirement, vous êtes un intellectuel, on peut le dire, qui s'intéresse à toutes ces problématiques. Absolument, et justement, Internet revigore finalement la circulation de la pensée et de l'histoire, même surtout pour les Africains, parce que le professeur va peut-être aborder cet aspect tout à l'heure. Une des grandes conséquences de la destruction des routes de communication, en tout cas le changement des routes de communication. Et aujourd'hui, Internet est un moyen immatériel de communication et un accès aux Africains direct, qui permet aux Africains qui avaient été finalement séparés, qui avaient été nucléarisés, de recommuniquer ensemble. Donc il y a certainement une dimension comme ça aussi dans mon travail. Vous serez très libre sur ce plateau aujourd'hui, à la fois comme assesseur pour nous aider à poser des questions à l'invité de marque, l'illustre invité que nous avons, et puis aussi peut-être pour objecter parfois sur telle ou telle question. C'est responsabilité lourde, Archip, compte tenu de la montagne qui est devant nous. Nous avons pour habitude d'introduire notre émission par un commentaire sur image. Aujourd'hui, nous avons choisi simplement un extrait vidéo pour ne pas trop divaguer, qui pose la question. Extrait vidéo sur le thème du jour.
Le lieu de mémoire de cette traite transatlantique à destination des Amériques est l'île de Gorée, au large du Sénégal. Un témoignage de l'horreur visité par de nombreux touristes. Des cellules comme celle que vous faisez en face, réservées aux hommes, faisant chacune 2,60 m sur 2,60 m, on en mettait 15 à 20. Ils étaient assis le dos contre le mur, des chaînes les maintenant au cou et au bras. Au milieu de la chaîne où vous aviez une grosse boule que l'esclave était obligé de porter entre les deux mains de jambes. Rendez-vous compte, pendant 3 siècles et demi et sans répit, traqués, chassés, arrachés à leur sol natal comme les racines des temps, sous la torture et l'humiliation. Comme le montre cette carte, que l'on enseigne dans les écoles, depuis la côte atlantique, pendant plus de 3 siècles et demi, 12 millions de Noirs ont été déportés vers les Amériques. Déportés par des Européens. Une traite inhumaine, dans des conditions barbares, fondées sur un racisme absolu, où les Noirs étaient considérés comme des sous-hommes. La plupart des civilisations ont eu recours à l'esclavage, mais rien n'est comparable à l'industrie de l'esclavage transatlantique. Vous avez vu ce reportage édifiant de Antoine Witzkin, dont le titre était « Les esclaves oubliés », avec la voix de l'inoubliable Boubacar Joseph Ndiaye, qui, pendant plusieurs décennies, a été le guide à Gorée, et tout le monde qui est passé devant cet homme se souvient de lui. Curieusement, cette vidéo parle d'une autre traite, même si cet extrait-là concerne notre sujet du jour. Professeur, est-ce qu'on peut parler de la traite transatlantique, qui est notre sujet du jour, sans parler de celle qui l'a précédée? Peut-être avez-vous d'autres mots? Oui, à la vérité, généralement, on entend mêler les deux sujets ou les deux directions afin que l'Europe se sente un peu soulagée de ce qu'elle a fait. La différence, nul ne nie qu'il y a eu une traite arabo-musulmane, mais la différence essentielle, c'est que même quand la traite arabo-musulmane était en marche, en dynamique en Afrique, les Africains produisaient. Nous avions des industries, à tel enseigne que les Arabes travaillaient en Afrique. Or, la spécificité des razzias négrières transatlantiques, c'est que une fois qu'elles ont commencé, l'Afrique ne produisait plus que l'être humain. C'est-à-dire que nous n'arrivions même plus à cultiver la terre parce qu'il était interdit. Quiconque allait cultiver la terre était attrapé, il était fait esclave, de telle manière que les Africains étaient réduits à manger les fèves qui venaient d'Europe, exactement comme nous mangeons la semoule qui nous vient des États-Unis d'Amérique aujourd'hui. Donc, tout a été tué, tout est mort avec les razzias négrières transatlantiques, parce que nous ne pouvions plus avoir d'autres industries que de voir partir les femmes, les hommes et les enfants d'Afrique. On entend un mot qui revient dans votre propos, razzia. Pourquoi vous insistez sur ce mot-là? J'insiste sur les razzias parce que lorsqu'on parle de traite, on a l'impression qu'il y a eu une sorte de concert de travail entre l'Afrique et l'Europe. Il n'en a jamais rien été. Parce que les razzias relèvent de ce qu'on appelle, les Portugais appelaient le filamento. C'est une technique purement occidentale où on attrape les gens pendant leur sommeil, où on les pourchasse. Et c'est de cette façon que l'Europe a toujours mené l'affaire des razzias négrières transatlantiques. Donc, il n'y a jamais eu de traite, parce que j'ai peur qu'il y ait des confusions. On attrapait les gens, on n'a jamais négocié qui que ce soit. Quand les Occidentaux sont venus, c'était pour arracher les Africains à leur terre, et par la violence du filamento. Et peut-être que Arcipi Yapmou pourra intervenir, mais j'étais tout de suite tenté de comprendre comment, par des razzias, on arrive à un phénomène de masse. Et comment est-ce qu'on peut remplir des bateaux par centaines, par milliers même, simplement sur des razzias qui se déroulent, on imagine, au bord des côtes? Oui, tout à fait. Non, c'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'il est arrivé un moment où
les Occidentaux ont vidé les prisons. C'est ce qu'ils ont d'ailleurs fait aussi avec, quand ils ont commencé à occuper l'Amérique. Vous voyez que l'Afrique avait déjà ouvert la voie. Ce qu'on appelle les lanzados. La France a utilisé la même technique ici. Je vous dis, il n'y a pas de génération spontanée. Lorsque vous voyez les Occidentaux fonctionner aujourd'hui, vous pouvez vous reporter en arrière. Vous allez voir que les choses se sont passées de la même manière. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils ont décidé maintenant, parce qu'il fallait aller remplir les Amériques étaient vides, ils avaient déjà presque exterminé les peaux rouges. Oui, bon, enfin, indien même, c'est un mot tellement impropre parce que Christophe Colomb, il faut le dire, avait raté, il allait en Inde. Il cherchait les Indes et il les avait ratés la première fois. La deuxième fois, il est tombé là où on est aujourd'hui, même Amérique est une mauvaise dénomination, mais disons en Amérique. Et donc, il est tombé là, il a trouvé des gens, il a dit qu'il a découvert l'Amérique. L'Inde, c'est pour ça qu'on les appelle les Indiens. Mais disons donc que le mot est impropre. Alors, ce qui s'est passé, c'est que une fois qu'ils ont mis la main en 1491, tous les pays européens se disputaient ce territoire qui s'appelle aujourd'hui l'Amérique, où il y avait des mines d'argent, et chacun devait trouver le plus d'esclaves, de nègres possible, parce qu'on leur avait Cadamosto, qui était réfugié dans les îles de Cap-Vert, leur avait fait un rapport sur les Africains. Il a dit c'est des gens qui sont sains, ils sont robustes, très accueillants, ils ne se méfient pas des étrangers. Donc tout le monde a trouvé là le moyen de profiter de cette affabilité des Africains pour venir maintenant arracher les gens pour les amener. Alors, quand ils arrivent en Amérique... Professeur, justement, oui. Ce sera la deuxième étape de notre discussion, quand on est dans l'industrialisation même, on y reviendra, mais je voulais passer quand même la parole à Arsip Yepmou. Je vous ai laissé développer d'abord pour que, éventuellement, il ait... D'abord, j'aimerais saluer le travail du professeur, une somme importante sur la question du système industriel de l'esclavage et sur la question des origines. Évidemment, il ne faut pas mélanger les deux traites comme vous le disiez, mais est-ce que finalement il n'y a pas une communication entre, en tout cas au niveau des systèmes de prise des captifs, qui allait être transformé ensuite qui allait ensuite être un esclavage? Est-ce que finalement on ne gagnerait pas aussi à analyser la structure de la traite arabe pour comprendre en partie seulement, pas complètement, la traite transatlantique plus tard? C'est la première chose, parce que la première fois qu'on finalement relate, qu'on a un écrit sur une position, en tout cas des personnes amenées en esclavage en terre d'islam, c'est aux orées de l'islam. Au 8e siècle, à Zanzibar, il y a des achats d'esclaves qui vont aller vers le Moyen-Orient. C'est la première chose. Et surtout, vous avez souligné, deuxièmement, le problème sémantique. Vous avez raison, vous n'êtes pas d'accord avec le mot traite négrière, parce que finalement, pourquoi est-ce que pour qualifier un crime contre l'humanité, un crime terrible contre la dignité humaine, on utiliserait un vocabulaire du droit des affaires, traité, contrat? Pourquoi? Enfin, finalement, ça ne donne pas assez la nature. Tout comme il est peut-être juste de dire que l'Holocauste, concernant la situation de ce qui a été fait aux Israélites au milieu du XXe siècle, et on peut appliquer, parce que c'est vraiment un crime immense, tout autant, il faut trouver un mot qui sied pour qualifier le caractère déshumanisant que fut la traite. Les Swahili, en langue Swahili, en Afrique de l'Est, ils ont un mot, ils disent Maafa, qui signifie le grand désastre. Je pense que c'est ce mot-là, à mon avis, qui qualifie vraiment, en tout cas pour l'Afrique, grand désastre qu'a été l'esclavage, grand désastre historique, grande calamité pour les siècles, pour ce continent. Je pense qu'un mot comme celui-là, ou en tout cas un mot qui ressemblerait, qui qualifiera vraiment ce qu'a été l'esclavage, doit être vulgarisé, comme on dit, et trouvé. Vous avez une question à lui poser précisément par rapport à la sémantique? Oui, j'aimerais justement savoir quelle est votre position sur le mot. Qu'est-ce que vous employez, vous, comme expression générique pour désigner
le phénomène J'ajouterai à sa question, de la traite transatlantique. Dites-nous simplement à partir de quel moment on peut dater le début de ces razzias. Oui. Je vais d'abord répondre assez liminairement. Ce qui fonde les deux traites, c'est la religion. C'est-à-dire que vous savez bien que pour l'islam, il n'y a pas d'autre religion que l'islam. Donc tout ce qui n'est pas islamique est infidèle. Et tout ce qui est infidèle a qualité à être mis en esclavage. Le christianisme agit pareil. C'est-à-dire lorsque les Européens viennent en Afrique, c'est pour faire des Africains des païens. Qui étaient des païens, c'est pour faire des chrétiens. Mais pour en faire des chrétiens, il faut qu'ils les prennent pour les amener à l'extérieur. Et quand nous arrivions dans cette terre étrangère, nous ne pouvions pas mettre le pied sur ces sols-là avant que nous ayons été baptisés. Bon. Donc, vous voyez bien que les deux vont de pair. Seulement, ce qui se passe ici, c'est que il y a le mouvement qui va s'opérer, c'est ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure. Quand les Européens ont compris maintenant qu'ils avaient besoin de plus en plus de main-d'œuvre, ils vont vider leurs prisons des tueurs en série. Le Portugal va vider ses prisons parce que c'est le Portugal qui a été le premier à commencer avec l'Espagne. Et on va envoyer en Afrique des individus qu'on appelle des lanzados. Les lanzados sont des tueurs en série. C'est-à-dire que c'est des gens, vous les voyez une fois, pas la deuxième. Et on les appelle la semence de l'enfer. Donc c'est eux qu'on va envoyer comme fer de lance, qu'on va introduire à l'intérieur de l'Afrique. Alors on va leur dire d'aller faire une nation nouvelle. Leur travail est le suivant. Ils vont aller attraper des esclaves. C'est eux qui vont se faire nommer eux-mêmes les princes marchands. Donc c'est des débiles mentaux, c'est des malades, je vous dis c'est des tueurs en série, qu'on va lâcher. Et d'un autre côté, on va attraper à l'île de Sao Tomé. Il y a des juifs qui veulent la canne à sucre dans cette région du monde, qui vont attraper des femmes noires qu'elles vont violer. Alors, elles vont avoir avec ces femmes noires des métis. Vous allez voir comment la mémoire génétique fonctionne. Ces métis, on va les appeler les métis rabatteurs. C'est-à-dire qu'on va les élever dans la haine des Noirs. Vous avez jusqu'à présent, si vous allez en Angola, le problème que posait Savimbi, par exemple, dans sa guerre contre le MPLA, c'est que le MPLA a dans ses rangs des métis. Parce que cette période a tellement traumatisé les Africains que, pour eux, tout métis est un danger potentiel. Donc on les appelle les métis de Sao Tomé, les métis rabatteurs. Alors c'est ces métis qui vont faire jonction avec les lanzados. Et c'est là maintenant que nous allons entrer dans une époque terrible, redoutable, où c'est-à-dire que toute l'Afrique va voler en éclats, parce que la massification des razzias négriers va commencer. Professeur, justement, c'est très passionnant. On pourrait faire toute l'émission sur ce thème-là, mais il y en a d'autres derrière. C'est vrai que ça passe très très vite. Je voulais qu'on passe au second thème, mais en précisant quand même les dates. Parce que les dates sont très importantes. Tout à fait. Si on peut prendre une date symbolique, la bulle papale, le 1454, de Nicolas V, tout à fait, qui, en quelque sorte, officialise. Puisque l'Église était, pour extrapoler un peu comme l'ONU aujourd'hui, c'était eux qui chapeautaient le pouvoir politique européen. D'ailleurs, on se réclamait d'une légitimité divine quand on était roi. 1454, Nicolas V écrit une bulle papale qui l'autorise à soumettre en esclaves les nègres de Guinée et les païens. Voilà, c'est pour ça qu'on a même vu récemment encore des gens revendiquer par rapport à l'Église. Donc au moins on y est pour les dates. Vous avez parlé de razzia, vous avez parlé des mots pour nommer ces choses. Maintenant on entre dans la période de massification. Vous y étiez. La période industrielle de l'esclavage où ça devient, c'est l'objet de votre livre d'ailleurs, l'or noir. C'est le pétrole de cette époque-là. De cette époque-là, oui. Mais en une phrase, parce que comme vous développez souvent, on peut comprendre, vous avez l'habitude de la pédagogie. En une phrase, que vous pensez, comment vous pouvez expliquer à quelqu'un que simplement par des razzias faites avec des comptoirs, on a pu remplir des bateaux entiers. C'est tellement important, sans introduire la notion de dynamique. Je pense que c'est elle qui explique tout. Oui. Les processus dynamiques. Non, c'est-à-dire que le phénomène est le suivant.
les Européens vont créer des empires négriers. Ces empires négriers vont être pris par ce que je vous ai dit là, les lançados. C'est-à-dire que les lançados, dans un premier temps, ils venaient, ils tuaient les rois africains. On peut l'expliquer au royaume du Congo, par exemple, oui, où il y a eu une guerre de succession entre deux frères. Oui. Celui qu'on appelle Alfonso Ier, on en parlait un petit peu, c'est le moment de le dire ici, qui était donc le Mani-Congo. Oui. On raconte, la légende aujourd'hui de la falsification raconte qu'il a écrit au roi du Portugal pour demander qu'on vienne finalement annexer son pays, alors que ce sont des enfants qu'on adoptait à 7 ans, qu'on envoyait au Portugal qui revenaient adultes. Oui, oui, et méfions-nous d'abord, d'ailleurs, ça ne s'est pas passé comme cela. Justement. C'est-à-dire que quand les Portugais arrivent, quand les lançados vont commencer à entrer au Congo, dans cette partie du monde, Nzinga Bemba, c'est-à-dire que celui qui sera Alfonso Ier, est un gouverneur de province. Exactement. Bien. Maintenant, il a compris que le danger est arrivé au Congo. Parce que quand les Portugais arrivent, ils disent qu'ils viennent évangéliser et qu'ils apportent la religion. Mais Nzinga Bemba a compris tout de suite que ces gens-là ne venaient pas uniquement pour la religion. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va se convertir au catholicisme. Et il se fait donc appeler Alfonso Ier. Et il se dit immédiatement, il décrète qu'il est le frère du roi du Portugal, Jean Ier. Donc, voilà deux frères qui sont des rois chrétiens, chacun en son royaume. Mais ce qui va se passer, c'est que Nzinga Bemba constate que, malgré le fait qu'il soit un roi chrétien, les Portugais continuent de venir enlever des Congolais pour les amener. Alors, il écrit à son frère, à son royal frère, il dit, mais je ne comprends pas que je sois ton frère, un roi chrétien. Donc, les Congolais sont sous ma responsabilité. Donc, ils ne sont plus païens puisqu'ils ont un roi chrétien. Mais que tes hommes continuent à venir les enlever me pose problème. Il faut préciser peut-être pour qu'on comprenne aujourd'hui Oui. que c'était un immense empire. Et comme ça se passe, même jusqu'encore aujourd'hui, on montait une faction contre un autre, un gouverneur contre le pouvoir central, etc. Oui, on mais les armait. on n'en est même pas jusque-là. On n'en est même pas jusque-là. C'est-à-dire que c'est des Portugais qui enlèvent. D'ailleurs, Nzinga Bemba, pour contourner, contourner le roi du Portugal, il va prendre ses neveux et ses nièces, il va les envoyer au Portugal pour qu'ils fassent des études religieuses. Et qu'est-ce qui va arriver? On va tout simplement les arrêter en pleine mer, en plein océan. On va les vendre au Portugal. Et lui, 15 attentats. Et c'est là que Nzinga Bemba va écrire au roi du Portugal. Et ça va commencer à se gâter parce qu'il reproche au roi du Portugal de ne pas tenir sa parole et en insinuant d'ailleurs qu'il avait été dupé, il a été abusé, puisque le roi du Portugal, lorsqu'il venait, il envoyait ces gens chercher, prendre des Congolais, les attraper. C'était pour faire des chrétiens. Or, lui étant roi chrétien, il ne comprend pas qu'on continue à venir les enlever. Et là, le roi du Portugal va lui signifier que s'il continuait à protester, il finirait lui-même certainement dans une cale de bateau. Je vais passer la parole à Archip Yepmou pour réagir à ce sujet-là. On s'est attaré un peu sur le Congo parce qu'il est emblématique. Hein. Oui. Parce que tellement il a été saigné, ce pays-là, il fallait rétablir peut-être quelques vérités à partir de là. Mais évidemment, le phénomène est beaucoup plus vaste. Il a touché toutes les côtes africaines, oui, jusqu'à l'intérieur, jusqu'au cœur même de l'Afrique. Oui. Et on voit quelques photos, parce qu'il faut dire, on a l'impression qu'il n'y a pas eu de résistance, alors que si, il y en a eu beaucoup. C'est pour ça aussi qu'il y a eu autant de saignées. On voit par exemple sur cette carte des photos d'époque qui montrent une Afrique avant l'arrivée occidentale, qui était construite, qui était structurée. On voit des villes, là par exemple, c'est Benin City, qui est au Nigeria actuel. On a la ville de Koumassi, en Royaume Ashanti, qui est là. On voit des villes structurées. Et aujourd'hui, l'Afrique d'aujourd'hui est moins construite que cette Afrique-là. C'est quand même hallucinant. Archip Yepmou, c'était juste une parenthèse sur toute cette période-là. Je vous passe la parole librement. Oui, absolument. Le Congo est très important parce qu'à peu près 40% du volume, on estime qu'à peu près 40% du volume des personnes qui ont été déportées ou qui sont mortes en mer en provenance des côtes africaines entre le 15e et le 18e siècle provenaient du Congo. Donc c'est vraiment l'endroit, la terre sur laquelle on a
ponctionner la plus grande réserve humaine. Mais par contre, là où je suis moins convaincu par votre démonstration, excusez-moi, je veux le dire, c'est la dimension, comment dirais-je, bon, le cas du roi Alfonso de Zingabemba, il est ce que vous avez dit, mais attention, est-ce que vous pensez vraiment qu'on peut éluder complètement la responsabilité des individus, pas des Africains, parce que moi je crois qu'on peut très bien segmenter les responsabilités, ou en tout cas identifier des responsables ou des complices, surtout, des complices africains de l'esclavage, sans pour autant dire que les Noirs, les Africains ont participé. Je pense qu'on peut avoir cette honnêteté intellectuelle historique et qu'elle est même salutaire. Pourquoi? Parce qu'il y a une résonance directe avec ce qui est dit par ailleurs, ce qui a été dit par ailleurs au XIXe siècle ou bien ce qui a été dit récemment par le président français sur la capacité à être responsable, à être un sujet finalement de droit des Africains, en disant ok, ce sont les Européens ou ce sont les Arabes responsables, nous on a été passifs, victimes ou au mieux collaborateurs, mais quand même la notion de culpabilité des chefs de ces pays-là ne peut pas être prise en compte. Je me demande si ce n'est pas une erreur, en fait. Je me demande si ce n'est pas une erreur. Et même, je vais aller plus loin, la question panafricaine aujourd'hui, est-ce qu'elle n'est pas tributaire de cela? Aux Amériques, surtout chez les Noirs américains, la mauvaise vision, finalement, le mauvais sentiment, en tout cas la mauvaise analyse qui leur fait dire que les Africains sont de leur déportation en partie, vient de ce fait que finalement, après par exemple les indépendances, moi j'ai été à l'école à Douala au Cameroun, je n'ai lu nulle part que il y avait aussi une responsabilité un peu quand même africaine dans la déportation. Que finalement, est-ce que vous pensez que on ne doit absolument pas relever la responsabilité juridique, par exemple, éthique, de quelques-uns, quelques brebis galeuses qui ont eu la faiblesse, parce qu'elles voulaient avoir de l'argent, du pouvoir, des armes, de l'alcool, que sais-je, eu la faiblesse de participer. Il y a évidemment, et ils sont beaucoup en plus grand nombre, des gens qui ont résisté, des rois qui ont résisté. Bien. Établissons d'abord ceci. L'Africain d'aujourd'hui n'a rien à voir avec l'Africain d'avant les razzias négrières. Première chose. C'est-à-dire que lorsqu'on voit aujourd'hui certains régisseurs qui collaborent avec l'Occident, leur peuple, dites-vous bien que ces Africains n'ont rien à voir avec les Africains d'avant. Parce que une société a une culture. Il n'y a pas de culture universelle comme ça. Sinon, on serait pareil. Fort heureusement d'ailleurs. Bien. Regardez comment les sociétés fonctionnent. Elles ne peuvent que par rapport à leurs filles. Nous avons 3 grandes sociétés noires dans le monde. Du monde avant les razzias négrières. Il y a l'Égypte pharaonique. Il y a l'Inde. Parce que ce qu'on ne sait pas, les habitants de l'Inde actuelle, ce ne sont pas les vrais habitants de l'Inde. Les vrais habitants de l'Inde, ils sont dans une petite île, ils sont à peu près 8500. Parce que les Arabes les ont poussés dans cette île-là. C'est eux qu'on appelle les Dravidiens. C'est les vrais habitants de l'Inde. Et c'est eux qui ont laissé la non-violence en Inde. Pourquoi? Parce que Bouddha, dont le nom est un prêtre égyptien, nègre, qui conçut ces discours. C'est pour cela que dans beaucoup de statuettes de Bouddha, vous voyez souvent des ronds sur les cheveux. C'est des cheveux crépus. Bien. Vous avez l'Égypte pharaonique, demandé à Havas, maintenant, n'a jamais pratiqué l'esclavage, contrairement à ce que les films américains ont voulu démontrer depuis, parce qu'il faut savoir que on voyait des Juifs qui étaient en train de construire des pyramides, alors que avant que les Juifs, quand ils sont arrivés en Égypte, on ne construisait plus de pyramides. La société africaine, celle qui est là, ne pouvait pas connaître, il n'y a même pas de mot générique pour désigner un esclave. Et pourquoi ces sociétés fonctionnent de cette façon?
D'abord parce que dans toutes ces sociétés, le roi était d'abord un prêtre. Et le pouvoir temporel, le pouvoir spirituel étaient réunis dans la même personne. Lorsqu'ils prenaient le pouvoir, ils étaient nus et ils portaient. Vous pouvez voir, quand le pharaon prend le pouvoir, le roi d'Afrique prend le pouvoir. Nous n'avons plus les images de l'Inde. Donc, ce sont ces sociétés qui ont fait. N'oubliez pas que l'homme est venu d'Afrique. Comme disait Cheikh Anta Diop, si l'homme n'avait pas quitté l'Afrique, il n'y aurait pas de blanc. Donc ces sociétés sont des sociétés extrêmement spirituelles qui ne peuvent pas avoir les mœurs qu'ont les sociétés qui ont vécu dans les grottes. Bon. Vous savez, quand nous voyons souvent des peintures rupestres, vous n'avez pas un tableau pour aller les vendre quelque part. Maintenant, on peut les exposer dans les musées. Mais c'est ce qu'on appelle la philosophie du chasseur de la préhistoire. Cela veut dire que l'homme de la préhistoire tuait d'abord un animal dans un rite religieux, et une fois qu'il avait tué, il était convaincu qu'il avait tué. Nous, en ce qui concerne l'humanité, on nous aliène d'abord. Une fois qu'on nous a aliénés, nous pensons que tout le monde peut faire tout ce qu'il veut. D'autant que ce n'est pas, c'est les autres qui écrivent notre histoire pour nous. Alors, pourquoi je refute totalement cette thèse? C'est d'abord que nous avons vu, pendant ce qu'on appelle la Deuxième Guerre mondiale, mais qui était la guerre entre les Européens, mais tout ce qui se passe ici devient mondial, on rançonnait, il fallait des soldats pour aller combattre en Allemagne. Mais on a vu que le Cameroun, par exemple, ne devait pas faire la guerre, puisque le Cameroun n'était pas une colonie, c'était un État protégé. Mais les Français, n'empêche, ont demandé ce qu'ils appellent l'effort de guerre, et tous ceux qui refusaient d'aller faire la guerre, on les a battus. Bon. Donc, ça veut dire ceci, moralité. Je suis tout à fait sûr que, à cette époque, sans oublier que il y a certains rois africains dont on vous parle qui n'étaient pas des Africains, qui étaient tout simplement des Blancs. Parce que vous pouvez entendre aujourd'hui le roi Makoko. Si on vous ramenait le vrai roi Makoko, vous ne le reconnaîtriez pas. On a vu, je vous dis qu'il n'y a pas de génération spontanée. Les Occidentaux ont tous les mêmes techniques. Quand le roi des Belges voulait le caoutchouc, les troupes belges allaient dans les villages, les gens se sauvaient, ils se cachaient dans la forêt. Alors qu'est-ce qu'on a inventé comme technique? Et on leur a inventé un individu qui s'appelait Kabilanga. Alors on leur dit, Kabilanga, viens vous visiter, alors que c'était un Belge qui venait avec son armée, et il s'appelait Oscar Michaud. C'est comme ça que les Noirs se faisaient avoir. Donc, moi je maintiens que la plupart, ceux qui ont collaboré, même les pisteurs, ceux qui suivaient les Noirs dans la forêt pour les arrêter, comme les capots, il y a eu des capots juifs, nous ne sachions pas qu'on nous ait dit que oui, ces capots juifs sont responsables de quoi que ce soit. Celui qui ne marchait pas, on l'abattait sur le champ. C'est la loi de la mafia. On vous fait une offre que vous ne pouvez pas refuser. Bon. Donc, il faut toujours avoir présent à l'esprit que les Africains que nous avons aujourd'hui en Afrique n'ont rien à voir avec les Africains. D'ailleurs, lisez Ibn Battuta, Voyage au Soudan. Ibn Battuta arrive en Afrique au XIVe siècle. Il écrit dans le monde entier, c'était un arabe espagnol. Il dit qu'il n'avait jamais vu un continent où les gens avaient autant refusé l'injustice. Les rois africains, d'ailleurs, les Africains ont lancé le premier manifeste des droits de l'homme, le serment du Mandé, au XIVe siècle. Kourofane Fouga. Oui, voilà. Au XIVe siècle, les Soundiata Keita et les Soumaro Kanté. Donc, l'erreur que nous commettons souvent, et on veut nous la faire soumettre, c'est de faire croire que, oui, en fait, finalement, tout le monde est pareil, et tous les hommes sont pareils, mais c'est-à-dire que les Occidentaux ont ceci de particulier que ce qui est bien, c'est eux qui sont les seuls à le posséder. Ce qui est mauvais est réparti dans l'humanité et pire chez les autres. Professeur, votre démonstration, elle est impressionnante, mais on a encore à aborder rapidement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi je ne sais même plus quel mot dire, ce commerce dure aussi longtemps? Comment il est organisé, comment il s'implante, au point que vous parlez dans votre livre d'industrie. Archip aussi
vous avez fait des recherches dessus. Comment s'organise ce système économique? Bien, alors il y a un phénomène en physique qu'on appelle le phénomène dynamique. Ça veut dire que on oublie souvent, dans un premier temps, au traité de Tordesillas, l'Afrique, le monde avait été distribué, donné par le pape au Portugal et à l'Espagne. Donc, quand la traite commence, quand les razzias commencent, il n'y a que ces deux seuls pays qui ont le droit d'entrer en Afrique. Aucun autre n'a le droit de le faire, puisque c'est le pape c'est lui qui détient le monde. Et par la suite, les Européens ont vu l'intérêt qu'il y avait d'aller avoir du pétrole, c'est-à-dire des nègres, pour aller les faire travailler à leur compte. Donc tout le monde, toute l'Europe a été en Afrique. C'est-à-dire que c'était la ruée vers l'or à l'époque. D'ailleurs, dans le livre qui va sortir, je produis une carte. L'Afrique, le premier fort portugais, c'était Alguin en 1455. Mais quand donc les razzias ont pris leur élan, où vous avez des balais de bateaux qui allaient, qui revenaient, vous aviez toute l'Afrique était créée de fort. Ça tirait nuit et jour. De telle manière que les Africains, c'est pour cela que jusqu'à aujourd'hui, ça s'appelle la mémoire génétique. Les Africains, dès qu'il y a un conflit quelque part sur un territoire, vous pouvez l'observer chaque fois, chacun prend son baluchon et s'en va. C'est d'ailleurs pour cela que c'est ça qui a incrusté l'instabilité chronique aujourd'hui en Afrique. C'est-à-dire que les Africains ne se sentent pas en sécurité en Afrique et ils croient toujours qu'il y a un danger qui les guette. Et moi, je vais même aller plus, je vais ajouter à ce que vous avez dit, les ethnies que nous voyons aujourd'hui en Afrique. Les ethnies, voilà donc les conséquences aussi des razzias négrières. Les ethnies que nous voyons aujourd'hui en Afrique, tous les linguistes vous diront que lorsque un groupe quitte la cellule mère et qui s'éloigne pendant un moment, la langue change, commence à changer petit à petit. Et ceux de, je ne sais pas moi, un autre quartier, les enfants qui se battent dans les banlieues. Vous fermez la France. Vous les dressez les uns contre les autres. Vous allez voir que cette mémoire qu'on appelle la mémoire génétique qui peut durer pendant des millions d'années, les gens s'en souviennent. C'est des quartiers. Comment les gens peuvent penser que l'Afrique, il n'y avait que des empires en Afrique? Comment dans des empires il peut y avoir des ethnies? Ce n'est pas possible. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, la massification dont vous parlez, c'est que maintenant, les Occidentaux ont compris, les Européens ont besoin, chacun maintenant, d'aller se faire des colonies à l'extérieur. Ils construisent donc des tanks. Ce n'est plus des petits bateaux qui prennent 200 personnes, 300 personnes, 900 jusqu'à 1000. Il est arrivé même un moment, avec l'histoire du Zong, où on leur a interdit, c'est-à-dire que c'est même une interdiction qui a été très dangereuse parce qu'il y avait des espaces où il fallait mettre tel nombre d'hommes, tel nombre de femmes, tel nombre d'enfants. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Un gars comme Gougouano qu'on a arrêté à Fanti, il dit lui-même qu'un jour ils sont allés se laver, il était 20 enfants, garçons et filles. À un moment, ils sortent de l'eau, ils voient des blancs avec des sabres et des pistolets qui les amènent dans les bateaux. Alors, ils vont commencer à enlever des enfants. Parce que les enfants tiennent moins de place. Ce qui fait qu'au lieu d'amener 900 esclaves, on amène 1300. Donc, cette massification est due au fait que toute l'Europe s'est jetée dans les razzias. Merci Pierre Mou sur... Oui, sur le caractère industriel, je n'ai pas grand-chose à rajouter, sinon effectivement que plus on avance dans le temps, plus les chantiers navals ici ici en Europe vont se développer. On va rallonger le pont. On va rallonger les tailles, on va jusqu'à l'apogée du XVIIIe siècle. Les bateaux vont être de plus en plus énormes et vont transporter de plus en plus. On va légiférer le code noir. Voilà, de plus en plus de gens. On va évidemment créer un statut, enfin, bien en tout cas modifier au fur et à mesure des pratiques le statut juridique en tout cas de ces captifs
qu'on a transformés en esclaves. Et ça va continuer ainsi jusqu'à l'abolition du 19e siècle. Pour vous rejoindre, j'ai quelques chiffres qui sont souvent malheureusement minorés. De Christian de la Campagne, des statistiques sur la traite transatlantique. J'imagine qu'on peut rajouter quelques zéros derrière. Les pays Portugal et Brésil, jusqu'à 30 000 traversées. Par exemple, c'est énorme. Enfin, je sais pas, jusqu'à 30 000. Espagne et Cuba, 4 000. Grande-Bretagne, 12 000, etc., etc. Et puis, il y a les nombres de navires aussi. C'est hallucinant, ça se compte par milliers. Oui. Oui. Alors, ce qui est de frappant, vraiment, c'est le caractère déshumanisant, parce qu'il y a le phénomène d'envoyer déporter des gens pour le travail, mais il y a, à cela va se rajouter quand même on va leur ôter l'humanité. Vraiment, il y a le caractère déshumanisant, bestial de la chose. La réification. Voilà, parce que la première chose qu'on fait dans ce qu'on appelle le passage du milieu, c'est-à-dire le moment entre celui où vous arrivez effectivement dans la plantation ou chez votre maître final et celui où vous êtes enlevé. Donc c'est le passage du milieu. Et pendant ce passage, ce temps-là, on va vraiment, on emploie des mots, le vocabulaire qui est employé, c'est le vocabulaire qu'on emploie avec les chevaux. Donc on va vous dresser, on va vous ôter toute votre humanité, un peu comme on fait avec les chevaux qu'on vient de prendre dans la brousse et qu'on va dresser. Justement, vous allez poursuivre, oui. Je vous redonne la parole tout de suite, le rôle des autorités morales et intellectuelles européennes à ce moment-là. Alors, il est intéressant parce que, bon, comme vous disiez, il y avait l'affaire religieuse. Est-ce qu'on prend celui qui est pas catholique ou dans le cas de la traite musulmane, celui qui n'est pas musulman? Bon, il s'est posé en Occident, de toute façon, depuis Aristote, il y a eu une justification intellectuelle et morale de l'esclavage. Aristote, dans son traité politique, il dit, il est le premier finalement à systématiser, à donner un caractère ontologique à l'esclavage. Il est le premier à remplacer l'esclavage qui existait, et même aussi en Afrique, je suis désolé de vous contredire ce que vous dites, il y avait un esclavage, l'esclavage des captifs de guerre, ça a toujours existé. Bon, alors Aristote, il est le premier qui va remplacer, substituer l'esclavage de naissance en disant esclavage de nature. Ainsi, vous êtes un esclave, vous pouvez être, suivant votre nature, donc suivant finalement un peu votre couleur de peau, si vous n'êtes pas grec, vous pouvez être esclave. Plus tard, en Occident, les scolastiques, les penseurs de la chrétienté, on prend l'exemple de saint Augustin ou de même Thomas d'Aquin, ils vont reprendre la théorie aristotélicienne de l'esclavage ontologique pour justifier... Vous ne parlez pas des jésuites. Pour justifier... Non, eux, ils avaient une position un peu légèrement, un peu différente. Mais en tout cas, ils ont justifié dans le corpus de la fin du Moyen-Âge jusqu'au début de l'esclavage. Ils ont amorcé, c'est surtout saint Thomas d'Aquin qui, lui, était vraiment, il disait, il y a ceux qui de nature... Il nous reste 5 minutes d'émission. Hein. C'est passionnant et ça va très très vite. Voilà. Donc, je vais juste citer l'un des plus connus d'entre eux. Vous parlez de saint Thomas d'Aquin. Il y a des intellectuels qui sont enseignés même dans nos écoles aujourd'hui encore, comme Voltaire, qui donne la température, de l'époque à ces nègres, comme les nègres le sont aux singes et comme les singes le sont aux huîtres. Enfin, voilà. Et Candide, par exemple. Ou égal, on parle jusqu'à Voltaire, ou égal au 19e siècle, qui disait que l'esprit n'était pas passé par l'Afrique. Peu de temps, il faut absolument que je vous réponde. Premièrement, les prisonniers de guerre, je ne crois pas qu'il faut que nous sachions ce que ces prisonniers de guerre faisaient. Parce que si nous en tenons à des prisonniers de guerre qui devenaient des esclaves en Afrique, je crois que les Européens auraient trouvé, selon leur propre proclamation, ils auraient trouvé que des esclaves partout. Parce que, pourquoi ils venaient en Afrique? Ils disaient que parce que les Africains étaient cannibales, parce que les Africains étaient païens, parce que les Africains n'arrêtaient pas de se faire la guerre, parce que les Africains avaient des rois despotes. Tout peuple qui fait la guerre doit perfectionner son armement. Si les Africains s'étaient fait la guerre, les Européens ne les auraient jamais trouvés avec un armement aussi rudimentaire. Ce n'est pas possible. 2, parce qu'il faut qu'on parle de ça. Vous avez montré tout à l'heure une image
des villes, des cités, effectivement. Je vous invite à lire le livre de Pigafetta, Le Congo et ses alentours. Quand les Portugais arrivent au Congo au XVe siècle, les Africains produisent de la soie. Et pas avec des verres de soie. Ce sera le... Vous aurez 30 secondes chacun. Non, s'il vous plaît, Oui. je vais finir aussi avec nos compatriotes qui sont partis. Il faut que je dise un mot. Pourquoi est-ce qu'ils croient qu'on les a vendus? Considérez que vous avez quelques secondes pour votre conclusion. Voilà. Alors, bon, voilà, donc il y avait la soie. Maintenant, pourquoi est-ce que les Africains croient qu'on les a vendus? C'est-à-dire que la vie dans les plantations n'était pas calme. Il y avait des révoltes tout le temps. Notre peuple en mer, en terre, donc ils sabotaient les plantations. On demandait aux enfants. Et les enfants disaient, vous êtes allés attraper nos parents en Afrique, vous avez amené ici. Alors pour arrêter cette hémorragie, qu'est-ce que les Blancs vont trouver comme phénomène? Un, ils prennent le père qui a dit à ses enfants. Ils élevaient des oiseaux de proie. On appelle tous les esclaves. On met l'homme dans la cage, on met les oiseaux de proie, qui le mangent devant tout le monde. On prend ses enfants, on va à tel maître, on va à lui-ci, à l'autre. Et on leur dit, celui qui dit encore à ses enfants qu'on est tenté d'aller vous attraper en Afrique, voilà ce qui va lui arriver. Et vous leur direz que nous sommes allés vous sauver de la barbarie des nègres. Voilà comment, petit à petit, c'est ça qu'on appelle le phénomène dynamique. Un siècle, 2 siècles, ça devient la vérité. Et les Noirs ont fini par croire que les Africains ont fini par croire que ce sont leurs propres frères qui les ont vendus. Je ne pouvais pas en finir sans donner cette précision. Oui, bon, moi je vais terminer en disant que je pense qu'il est nécessaire finalement de mieux connaître l'histoire des résistances à la fois en Afrique, sur les terres où ont été pris les esclaves, l'histoire des personnes, des individus, des groupes d'individus qui ont résisté à la déportation, tout comme ceux qui ont été déportés, par exemple les révoltes marronnes aux Caraïbes. Donc il est très important de connaître cette histoire, mais il me semble quand même qu'il est aussi important pour la mémoire justement, pour la mémoire collective et pour l'histoire, il est aussi important d'enseigner, c'est mon opinion, qu'il y avait des complices locaux. Par exemple, le roi d'Abomey, en 1770, il gagnait l'équivalent de 125 000 livres sterling. Il tirait ça de la vente des esclaves. Ça fait à peu près 1,5 milliard d'euros. C'est énorme. L'essentiel, et c'était pas un blanc, c'était un noir. L'essentiel de ses revenus venait de la vente d'esclaves. Donc, à mon avis, ne pas pointer cela aussi, c'est peut-être commettre une erreur aussi, et une erreur qui n'est pas bien parce qu'elle déresponsabilise, elle enlève la capacité finalement. Oui. Elle dit ce sont des gens, bon, vous disiez tout à l'heure, c'est un individu, mais non, il représentait un État. Le temps ne travaille pas pour nous, donc je ne veux pas vous laisser continuer comme ça. Vous savez, c'est une astuce. Vous me dites en 1700 combien? 1700... 1700, les sons 1700. Ouais. Les rajas négrières ont commencé en Afrique en 1441. Oui. Bien. 3 siècles après. Voilà. C'est ça qu'on appelle le phénomène dynamique. Ça veut dire quoi? C'est comme vous êtes en train de me dire là. Vous me dites, oui, voilà, les francophones et les anglophones se sont toujours battus en Afrique depuis qu'il... Bon, j'ai une autre date. 1440, Kanga Moussa, il va faire son pèlerinage à la Mecque et il a 1500 esclaves. Kanga Moussa, c'est pas la transatlantique, ça. C'est pas Kanga Moussa. Ça, c'est la traite... Bah, lui aussi, il a vendu des... Non, la différence fondamentale, vous allez voir la différence. J'en parle dans mon livre. La différence fondamentale est que Kanga Moussa faisait le djihad. Ce n'est pas la même chose. Parce que c'est les rois, à part Komboro, au XIIe siècle, qui a adhéré lui-même à l'islam, tous les autres rois et empereurs africains, quand ils adhéraient, leur peuple les lâchait. Donc ils faisaient le djihad. C'est-à-dire qu'ils forçaient leur propre population à devenir musulmans. Sinon, ils les vendaient. C'est ça. Donc c'est totalement différent. Sur le phénomène dynamique, vous avez 30 secondes. Donc le phénomène dynamique veut dire ceci. Aujourd'hui, vous allez dire, voilà, les francophones et les anglophones se sont toujours battus depuis que l'Afrique existe. Mais depuis que l'Afrique existe,
les Africains n'étaient pas des anglophones, ils ne parlaient ni l'anglais ni le français. Donc vous êtes en train de prendre une période où ces gars-là ont fabriqué, c'est-à-dire que vous naissez dans un pays où il n'y a que le seul commerce qui existe en Afrique. C'est pour ça que je dis que c'est l'or noir. Il n'y avait que la traite négrière. Les gens ne savaient rien d'autre. Voilà. Donc ça veut dire qu'on les a conditionnés pour ne faire que ça. C'est-à-dire que quand on siffle la fin du... Comment nous allons vivre? Ils ne cultivent même plus la terre. C'est terminé, Arsip. On avait un invité qui avait des choses à dire, donc on l'a laissé parler. Vous serez au Salon du Livre la semaine prochaine pour la nouvelle édition de votre livre « Quand l'Africain était l'or noir de l'Europe ». Il y a toujours autant d'or noir en Afrique. Maintenant, c'est le pétrole. Avant, c'était des humains. On ne peut pas conclure cette émission. Il faut que chacun la médite en son âme et conscience. Curieux, allez chercher, parce que l'Afrique a besoin de réparer, de guérir sa conscience et sa mémoire. Bonsoir, rendez-vous dans 15 jours sur Télé Sud.